Principe, conséquence. Ex principiis et ex datis. La connaissance historique est ex datis à partir de données, la connaissance rationnelle ex principiis à partir de principes. Nous comprenons un théorème de géométrie sans nous fonder sur des données empiriques. L'esprit connaît les propriétés du triangle par ses seules forces et sans sortir de lui-même. Nul n'a besoin d'une expérience pour comprendre que 7 et 5 font 12. Au contraire, l'histoire naturelle ne peut rien dire d'une fleur ou d'un animal qui n'a pas été rencontré dans la nature. Les Pyrénées barrent la route du voyageur qui va de France en Espagne et n'ont pas d'abord été déduites de principes. Ainsi, la raison fait dériver de principes ses connaissances. Les mathématiciens appellent théorèmes les propositions qu'ils peuvent démontrer à partir de leurs principes, c'est-à-dire des propositions premières qui leur servent de point de départ. La totalité des mathématiques découle de ces principes, c'est-à-dire en est déduite, ou est la conséquence de ces principes. Cause et conséquence. Il arrive que nous parlions de la conséquence d'un acte ou d'un événement. Nous voulons dire alors qu'il est possible de déduire cet événement de son antécédent comme un effet de sa cause. Il conviendrait donc en toute rigueur de dire effet au lieu de conséquence dans de tels cas. Une conséquence est la proposition qu'on tire d'un principe et on ne peut pas dire qu'un principe en est la cause. On appelle effet le phénomène qui résulte d'un autre qui est sa cause. Dans le premier cas, nous concevons une nécessité logique qui lie le principe à ses conséquences, et le terme de conséquence peut désigner l'esprit de suite, c'est-à-dire la vertu de l'esprit qui va jusqu'au bout de ce qu'il a déjà affirmé sans jamais se contredire ou être inconséquent. Rien n'est plus difficile que de s'assurer qu'on est conséquent, c'est-à-dire toujours en accord avec soi-même. On pourrait définir la philosophie comme la science de l'accord de l'esprit avec lui-même. Dans le second cas, nous prétendons qu'il y a entre la cause et l'effet une relation nécessaire telle que si la cause est donnée, l'effet s'ensuit inévitablement. De là ce qu'on appelle le déterminisme. Nous n'affirmons pas seulement dans ce cas une nécessité logique entre des propositions, mais une nécessité naturelle qui régit les phénomènes. Hume, qui admet la nécessité logique, n'admet pas la nécessité naturelle. Dans l'enquête sur l'entendement humain, section 7, et Kant, critique de la raison pure, analytique des principes, seconde analogie de l'expérience. Il ne suffit pas en effet que nous sachions que deux phénomènes se sont toujours succédés dans le même ordre pour que nous ayons le droit d'affirmer qu'il y a entre eux une connexion. Post hoc ergo propter hoc, cet adage scolastique qui dit « après ceci donc à cause de ceci » est faux. Une conjonction constante peut être le fruit du hasard et ne prouve nullement qu'il y a entre les phénomènes qui se succèdent une liaison nécessaire. Hume a donc raison de dire que si nous ne pouvons pas ne pas croire en cas de conjonction constante qu'il y a liaison, cela ne prouve nullement que nous ayons raison. Mais nous sommes ainsi faits que nous ne pouvons pas nous empêcher de le croire. Telle est nature humaine. Cette croyance s'installe en nous exactement comme une habitude, de telle sorte que le premier événement survenant, nous attendons toujours le second et prenons la liaison ainsi établie dans notre mémoire pour une liaison objective inhérente aux choses. Le principe de la réponse de Kant à Hume est le suivant. Nous n'aurions pas conscience qu'il y a une succession entre deux phénomènes et donc nous n'aurions aucune expérience du changement en général si nous n'ordonnions a priori les données en fonction du concept de cause. La nécessité ne s'ajoute pas après coup à la conscience qu'il y a succession, mais en est constitutive. L'expérience nous dit seulement quelle cause produit quel effet, et il arrive que nous ayons le plus grand mal à comprendre en quoi consiste telle cause particulière, mais qu'il y ait une cause, c'est un principe a priori de l'expérience, et non une croyance qui s'ajouterait à la conscience de succession. Principes et indémontrables. Revenons à la notion de principe. Démontrer, comme nous faisons en géométrie, c'est montrer à partir de. Ce n'est pas montrer ni mettre en face d'une donnée. Mais aller ainsi de principe à conséquence suppose que nous admettions sans démonstration ce dont nous partons. Toute science démonstrative suppose des indémontrables. Les principes n'étant pas eux-mêmes des conséquences, ils ne sont donc pas connus ex principiis à partir de principes. Ils sont admis sans qu'on en rende compte ou raison. Un principe n'est-il donc que la limite de la rationalité ? La raison raisonne, elle tire des conséquences de principes, et ces conséquences ex principiis sont des connaissances rationnelles, mais les principes eux-mêmes ne semblent pas rationnels. Qu'est-ce qu'un principe ? Il nous faut donc réfléchir sur la notion de principe elle-même, puisque sa signification dépasse celle de la relation de principe à conséquence. Son importance est considérable. Nous appelons aujourd'hui philosophie ce qu'on appelait jusqu'au XVIIIe siècle philosophie première, fondement de la philosophie seconde, c'est-à-dire de la physique. L'ouvrage majeur de Newton, paru en 1687, s'intitulait Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, traduit par Madame du Châtelet sous le titre Principes mathématiques de philosophie naturelle. La dénomination de philosophie première remonte à Aristote dans son ouvrage intitulé par ses éditeurs Métaphysique. Elle fut reprise par Descartes dans son ouvrage majeur Méditation touchant la première philosophie, dite encore Méditation métaphysique. Il s'agit de la connaissance des principes. Qu'est-ce donc qu'un principe ? Le lecteur aura sans doute compris que le traitement d'une telle question présente les plus grandes difficultés et qu'elles sont proposées à sa réflexion en guise de conclusion de ce cours de philosophie. Hypothèse et principe. Pascal.
Réfléchissant sur la méthode de la géométrie, Pascal remarquait que la clarté des principes y procède du cœur ou d'un instinct, non de la raison, impuissante aussi bien à en rendre compte qu'à les ébranler. Elle les admet sans démonstration chaque fois qu'elle fait une démonstration. D'une part, les pyrrhoniens, les sceptiques, sont du côté de la raison quand ils disent que nous n'avons jamais la preuve de la preuve, ou que nos longues chaînes de raison ne reposent pas sur des raisons. Le scepticisme est en ce sens la vérité du rationalisme. D'autre part, nous ne doutons pas que l'espace ait 3 dimensions, ou que le tout soit plus grand que la partie, et notre certitude ici ne vient pas de la raison, mais d'une connaissance immédiate, ou sentiment, qui nous est naturelle et que le scepticisme ne peut ébranler. Aussi Pascal rend-il par là très manifeste que la collaboration de cette impuissante raison et de cette nature imbécile, donc dans les pensées, suffisante en géométrie, la plus rigoureuse des sciences dont l'homme est capable, ne saurait permettre à l'homme de chercher quelle est sa véritable et naturelle condition. La raison est incapable de se comprendre elle-même. Telle est la misère de l'homme sans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Systèmes hypothétiques. Cette apologie de la religion chrétienne a pour arme une rhétorique qui consiste à utiliser la raison pour humilier la raison, de telle sorte que la révélation apparaisse à la raison elle-même comme le seul recours. Je vois trop la main de Pascal, disait Valérie, dans Variété 1, Variation sur une pensée. Toutefois, la perspicacité de Pascal sur le sens des principes de la géométrie n'est-elle pas incontestable ? Il est manifeste que la géométrie n'a pas de principe rationnel si l'on entend par là des propositions dont il serait possible de rendre raison. En ce sens, nous ne pouvons plus appeler principes que des propositions premières indémontrables qui, par leur fécondité, permettent la construction de théories déductives. Principe, c'est donc ici hypothèse, ce qu'il convient de prendre comme point de départ ou support pour les démonstrations. Alors il importe peu que ces hypothèses soient ou non claires en elles-mêmes, pourvu qu'en les prenant pour point de départ, on puisse avancer dans les démonstrations. Sans le moindre critère intuitif, sans que nous ayons besoin d'une connaissance immédiate des principes, la rationalité mathématique tient en quelque sorte debout toute seule. Elle construit un système déductif qui se justifie par son existence ou son fonctionnement. On considérera qu'un principe est bon tant qu'il permet d'avancer dans les démonstrations, c'est-à-dire de tirer des conséquences. Les principes ne se définissent donc plus ici que par leur fonction, mais par leur valeur opératoire. La question de la vérité intrinsèque des hypothèses mathématiques ne se pose pas. Reste seulement la relation de principe à conséquence, sans qu'on s'intéresse à l'idée d'un principe effectivement premier ou absolu. Il faut donc aller plus loin que Pascal et dire que l'impossibilité de rendre raison des hypothèses n'est pas une preuve d'impuissance de la raison. C'est toute la rationalité, et l'illusion était de croire qu'il fallait justifier les hypothèses. La vérité du scepticisme n'est pas que la raison est trop faible pour mettre en œuvre un savoir, mais qu'elle est incapable de traiter les questions de principe parce que ces questions ne se posent pas. Il n'y a que des hypothèses dont la justification réside dans ce qu'elles permettent en effet de tirer des conséquences, de développer des théories déductives. La raison n'a pas besoin de principes anhypothétiques, de principes qui ne soient pas seulement des hypothèses. L'idée même d'une justification par des principes paraît maintenant vide. Dans cette perspective, une certaine épistémologie peut considérer que les principes en physique ne sont que des hypothèses elles-mêmes provisoires. Qu'est-ce que la métaphysique ? Demander ce qu'est un principe, dans la mesure où c'est demander s'il y a des principes qui ne soient pas simplement des hypothèses, revient à poser la question de savoir si l'exigence métaphysique, la recherche des principes ou philosophies premières, est vaine ou sensée. La métaphysique est selon Aristote le plus désiré des savoirs. Peut-être est-ce non seulement parce qu'elle n'existe pas encore, mais parce qu'il est absurde de la désirer. La critique pascalienne de la raison. Avec Pascal, en effet, nous refusions la métaphysique, c'est-à-dire l'idée d'une justification de la raison par la raison. Le cœur ou le sentiment, comparable à un instinct, nous fait admettre un principe. Notre croyance, quelque inévitable qu'elle soit, peut-elle alors nous satisfaire ? Imbécile nature, écrit Pascal, c'est-à-dire faible, incapable de comprendre ce qu'elle contraint d'admettre et impose. Aveuglante, la clarté des principes n'est pas éclairante. Elle résiste au doute, mais elle est insuffisante, comme la raison démonstrative ou raisonnante, à fonder la vérité. Nous ne pouvons certes faire autrement que croire, mais nous ne comprenons pas, et nous pouvons donc toujours exiger une justification. Ainsi renaît sans cesse le scepticisme philosophique, métaphysique. Et Pascal veut que nous ne voyions pas d'autre issue que la foi chrétienne au conflit des pyrrhoniens, qui nient qu'on puisse réellement prouver la moindre vérité, et des dogmatistes. Ici, le terme dogmatique n'a pas le sens péjoratif qu'il prendra à partir du moment où l'emportera la croyance en l'impossibilité de mettre en œuvre une véritable science. Alors on appellera dogmatique toute prétention abusive à la vérité. Qui nie qu'on puisse réellement prouver la moindre vérité, et des dogmatistes qui prétendent au contraire que c'est possible. Sans cette foi, la nature qui nous rend certains des principes et la raison qui demande toujours leur raison ne peuvent trouver la paix en l'homme corrompu par le péché. Ainsi, la critique de la raison par la raison ne peut que révéler l'impossibilité où se trouve la raison de se comprendre elle-même. Elle ne peut déboucher sur une justification de la raison. Le refus pascalien est le refus positiviste de la métaphysique.
Toutefois, ce refus de la métaphysique, c'est-à-dire d'une pensée trouvant son propre fondement dans les limites de la simple raison, en reconnaît en même temps l'exigence puisqu'il repose sur la conscience de l'insuffisance des principes. N'est-il pas possible de récuser cette exigence elle-même, c'est-à-dire de nier non pas seulement la possibilité de mettre en œuvre une métaphysique qui satisfasse notre exigence de raison, mais cette exigence même, c'est-à-dire l'idée de métaphysique et l'idée de la raison qui lui est liée? Un positivisme qui réduit la raison à la rationalité mathématique est l'exemple d'un semblable refus radical de la métaphysique. Et nous l'avons vu, en effet, les mathématiques n'ont pas besoin d'être fondées sur autre chose que des hypothèses. Les sciences positives en général se suffisent à elles-mêmes sans qu'un métaphysicien doive les justifier. Comprendre la notion de principe revient donc maintenant à se demander s'il n'y a de rationalité que mathématique, ou du moins si les sciences positives sont le tout de la rationalité. Faut-il que même en dehors des sciences positives en général, c'est-à-dire empirico-mathématiques, nous nions la raison ou plutôt l'idée de principe rationnel ? Les mathématiques sont des systèmes qui fonctionnent bien. Un système peut sans doute être amélioré par le remaniement des hypothèses et comme par des restructurations, mais nul ne doute de la puissance et de l'efficacité opératoire des sciences mathématiques. Les sciences expérimentales construisent des modèles mathématiques dont la validité est contrôlée par des expérimentations, sans qu'on ait ici davantage besoin de principes, ni qu'on prétende accéder à l'intelligence des principes de la nature des choses. La physique n'est pas une métaphysique. Dans une perspective positiviste ou scientiste, selon laquelle en dehors des sciences positives il n'y a pas de rationalité, l'exigence métaphysique est l'illusion pré-scientifique d'une raison dogmatique, au sens péjoratif du terme cette fois, qui ignore qu'elle ne peut qu'être hypothétique. Ce point de vue est devenu assez commun pour paraître dans la langue ordinaire. On appelle métaphysique un choix dont on reconnaît à la fois qu'il est radical et qu'il ne peut ou n'a pas à se justifier par des raisons. Une prise de position métaphysique n'est plus dans ces conditions qu'une croyance arbitraire sur des choses qui ne peuvent être objets de science ou sur lesquelles les sciences positives ne peuvent encore se prononcer. Métaphysique finit par vouloir dire irrationnel. Ainsi, la modernité ne manque pas d'opposer à la rationalité des sciences l'irrationalité d'une foi que chacun peut admettre ou non s'il le désire. Si Pascal est un moderne dans ce qu'il dit des sciences, il est classique en ce qu'il veut que la raison même reconnaisse la nécessité de la révélation. Et d'une manière générale, si la notion de principe est vide de sens, il n'y a pas de principes pratiques, moraux, et l'on appellera ainsi non pas de véritables principes, mais les croyances qui de fait commandent les actions des hommes, et dont il serait vain de s'imaginer qu'elles soient fondées en raison. Qu'est-ce qu'un principe moral ? S'il n'y a que la vérité hypothétique des sciences positives, il faut en effet considérer que tout principe est un préjugé et toute croyance une superstition, et les principes moraux ne sont qu'illusions. Nous ne disposerions dans ces conditions de la raison que pour être mathématiciens et calculateurs, sans qu'elle puisse déterminer d'une manière certaine et absolue quelles fins sont pour nous les meilleures, et sans qu'elle puisse davantage nous éclairer sur notre condition. Sommes-nous réellement sans principe ? Or, nous reconnaissons des devoirs qui, en tant que devoirs, sont des impératifs catégoriques et non pas seulement hypothétiques ou conditionnels. L'obligation de soigner les malades n'est pas le précepte hypothétique d'une science sans principe, comme si le médecin ne devait soigner ses malades qu'à condition qu'il puisse le payer. Mais c'est un principe absolu et inconditionné qui fonde la déontologie médicale. Ou bien il n'y a pas devoir et le serment d'Hippocrate perd tout sens. Le médecin, non pas comme savant mais comme homme, reconnaît un principe pratique ou moral. Ce principe ne procède nullement de sa science, au contraire il en limite le pouvoir d'investigation puisqu'il lui interdit par exemple d'expérimenter sur l'homme, à moins qu'une expérimentation ne soit dans un cas donné l'unique solution thérapeutique possible. L'impératif catégorique signifie ici que nous n'avons pas à considérer l'humanité en nous-mêmes ou en autrui seulement comme un objet manipulable, et que sous aucun prétexte, pas même le progrès des sciences, nous n'avons à cesser de respecter la personne humaine, sujet et non objet. S'il était vrai qu'il n'y a de rationalité que scientifique et donc hypothétique, un tel principe inconditionné devrait être considéré comme irrationnel ou du moins comme une croyance ou une opinion, et non comme un principe. Il est vrai que Peter Singer, professeur à Princeton, a soutenu que le respect de l'homme pour l'homme était un reste de préjugés religieux et que nous n'avons aucune raison de considérer qu'un enfant nouveau-né soit moins un matériel expérimental qu'un petit singe. Telle est la conséquence obligée d'un certain scientisme, c'est-à-dire de la réduction de la raison à la rationalité des sciences positives. Ne plus penser la raison sur le modèle géométrique. Quand bien même nous considérerions que dans un cadre épistémologique, la notion de principe n'a pas de sens et n'est finalement qu'un préjugé métaphysique, il suffit de prendre en considération le respect que nous nous devons à nous-mêmes pour que la question de savoir ce qu'est un principe se pose et que nous nous demandions quel est le sens de l'exigence d'absolu et d'inconditionné présente dans l'idée d'obligation. Nous entendrons donc par principe autre chose qu'une hypothèse ou même seulement une proposition claire pour le cœur ou supposant une révélation, car l'humanité n'a pas attendu le christianisme pour reconnaître ses devoirs. C'est chercher à concevoir la raison elle-même autrement que nous l'avons fait avec Pascal, à partir de la pratique des mathématiques.
L'idée d'un principe anhypothétique ne relève-t-elle pas en effet d'une connaissance rationnelle qui n'est plus conçue cette fois sur le modèle de la géométrie et de la rationalité scientifique? S'il a fallu que nous soyons géomètres pour nous élever à la raison, peut-être la géométrie n'est-elle, comme disait Platon, que le prélude à l'ère qu'il faut jouer. Par là seulement nous échapperons à l'aberration d'une raison sans principe incapable d'éclairer l'homme sur sa condition, c'est-à-dire sur le principal. La justification de la pensée, le cercle cartésien. Pourtant, l'idée même de rationalité des principes n'est-elle pas contradictoire? Ce qu'on appelle parfois le cercle cartésien est l'exemple d'un tel problème. D'une part, je doute. Je fais comme si un malin génie sans cesse me trompait dans mes pensées les plus claires, dans tout ce que je sais vrai. L'hypothèse du malin génie signifie que l'évidence n'est peut-être qu'une source empoisonnée, la lumière de l'évidence une tromperie. Mais d'autre part, quoi que fasse ce trompeur, je doute, je pense, je suis. Réfléchissant sur cette première et unique certitude, je remarque qu'elle repose sur une évidence. Je pense, je suis. Et cette même évidence, quand je considère l'idée de Dieu, m'assure que Dieu existe et qu'il n'est pas trompeur. Alors la véracité divine signifie qu'il n'y a pas de malin génie et que je peux me fier à ma pensée, que je peux me fier à l'évidence. La preuve de l'existence d'un Dieu vérace, garant de l'évidence, exact contraire du malin génie qui disqualifiait l'évidence, repose sur l'évidence de l'idée de Dieu. Tel est le cercle, la contradiction inévitable d'une évidence du principe de l'évidence. L'idée d'un principe qui ne soit pas seulement une hypothèse semble nécessairement contenir une pétition de principe. Ne présuppose-t-elle pas toujours ce qu'elle prétend poser? Principe, en ce sens, c'est préjugé. Et l'idée d'une justification de la pensée, c'est-à-dire de philosophie première ou de métaphysique, est vide, elle est contradictoire. La régression vers les principes ou présupposés. Toutefois, il faut prendre garde et distinguer deux sortes de principes. Les propositions que les mathématiciens placent au commencement de leur démonstration et les présupposés de tout discours ou de toute science. Dans le premier cas, la pensée suit la voie déductive, allant de principe à conséquence, d'hypothèse à conclusion. Si nous partons au contraire à la recherche des présupposés de notre discours ou de tous nos savoirs, alors tout ce que nous disons ou savons devient hypothétique, du seul fait qu'il est pris comme objet d'une réflexion qui cherche ce qui le fonde, c'est-à-dire ce qui en fait un discours sensé ou un savoir. Mais cette fois, ces savoirs hypothétiques ne sont plus considérés comme la base de théories déductives ou comme des principes dont nous tirerions des conséquences. Ils sont hypothétiques en un tout autre sens. Nous les découvrons lourds de présupposés. Nous considérons que ce ne sont que des savoirs supposés ou supposés vrais et nous nous demandons de quelle droite ils peuvent être reconnus comme des savoirs ou des sciences. La réflexion prend donc pour point de départ ces savoirs constitués pour chercher sur quoi ils se fondent, c'est-à-dire en quel sens ils sont ou non des savoirs. Alors nous suivons une méthode régressive et non progressive, et les principes ne sont pas recherchés comme des conclusions, mais comme ce que présuppose tout savoir, comme ce qu'il a toujours fallu savoir pour apprendre à savoir et savoir. De tels principes ne sont pas sur le même plan que ceux dont ils sont les principes. Ils ne sont pas des points de départ ou des commencements, mais ce qui aujourd'hui comme hier anime et a toujours animé et rendu possible toute connaissance, ce qui fait que le savoir est savoir. L'intelligence des principes n'est donc pas l'énoncé de ceux d'où le savoir serait tiré comme une conséquence. Ce n'est pas la mise en œuvre d'une sorte d'axiomatique supérieure, mais c'est la manière dont nous comprenons ce d'où toute pensée ou tout discours tire leur dignité ou leur signification de connaissance et de pensée. L'intelligence des principes ne nous permet pas de déduire tout le savoir comme on débobine une pelote, mais elle est la manière dont la pensée se comprend elle-même. Par une réflexion sur elle-même, remontant à sa propre source, elle cherche à comprendre ce que c'est que comprendre. C'est pourquoi la fable platonicienne de la réminiscence, c'est-à-dire la définition de la science comme ressouvenir, rend principalement compte de la philosophie elle-même, comme recherche des principes, comme remontée à la source même de la pensée, savoir de ce qu'il faut savoir pour savoir du savoir qui rend possible le savoir et que celui-ci porte en lui comme un souvenir lointain, que la philosophie a pour tâche d'élucider. L'idée de Dieu. Revenons à Descartes. Douter, c'est prendre conscience de sa finitude. La conscience de finitude a pour principe l'idée de l'infini. Conscience de finitude, le doute cartésien s'approfondit en intellection du principe de cette conscience et finalement en contemplation de Dieu. Ainsi, l'idée de Dieu n'est pas rencontrée en moi comme un flot dans la tempête, un objet échappant au doute, ou ce que ma nature m'imposerait de croire. Elle n'est pas une croyance inébranlable, la plus indéracinable de toutes, elle est au contraire découverte au cœur même du doute comme ce qui le rend possible, comme ce qui l'anime. Je sais du même coup qu'étant fini, je ne puis comprendre cette idée de l'infini qui est pourtant ce par quoi je doute, ce par quoi je me sais fini, et qui n'est donc pas une fiction de mon esprit, elle qui dépasse mon esprit et ses capacités. L'évidence de l'idée de l'infini n'est pas évidente comme une vérité mathématique, de l'évidence propre aux idées d'objets ou représentations.
Toute l'argumentation de Descartes repose sur le caractère exceptionnel d'une idée dont l'intellection n'est pas une compréhension, puisque son évidence signifie que Dieu nous est incompréhensible. Cette idée nous représente plus que ce que notre pensée est capable de se représenter, c'est-à-dire dépasse toute idée ou toute représentation que nous pouvons former par les forces de notre propre esprit. Il y a disproportion entre le contenu représenté par cette idée et le sujet pensant que je suis, qui est fini, qui doute. Il y a disproportion entre ce que je pense, l'infinité de Dieu, et ce que je peux penser, ce dont ma pensée finie est capable. Avec l'idée de Dieu, nous avons une pensée ou une idée plus haute que nous, une pensée qui nous surpasse. Nous la pensons en effet, mais nous ne pouvons en être l'auteur. Ce par quoi je pense. La preuve cartésienne n'est donc pas une démonstration au sens que nous avons jusqu'ici donné à ce mot. Il est manifeste que si c'en était une, il y aurait cercle. Mais elle donne à voir ce qui fait que nous voyons, et c'est cela penser un principe. L'évidence des principes est d'un autre ordre que celle des savoirs qu'elle fonde, et c'est pour cette raison qu'il n'y a pas cercle logique. Ce n'est pas l'évidence d'un nouvel objet de pensée, mais celle éclairante du fondement de la pensée. Dieu n'est pas découvert ici comme ce que nous pensons, mais comme ce par quoi nous pensons. Il n'est donc pas ici l'objet d'une science spéciale, la théologie, et sans doute sa lumière nous aveuglerait-elle si nous osions en faire l'objet de notre savoir. Mais il est l'objet d'une réflexion sur ce par quoi nous pensons. La philosophie première est métaphysique en un sens qui n'est pas celui de la théologie rationnelle ou révélée. Intelligence des principes, elle n'est pas un savoir d'objet, elle ne découvre pas un autre monde, mais elle est la manière dont la pensée comprend sa propre vie. Métaphysique, elle est d'un autre ordre que toute connaissance d'objet. Ni proposition première, ni étant suprême, la divinité de la pensée. Ainsi, un principe compris comme anhypothétique n'est pas la première vérité sur les choses, d'où découleraient toutes les autres vérités. Le Dieu de Descartes n'est pas la première chose ou le premier étant suprême. Il n'est ni au sens où je me suis dit exister, ni au sens où les choses sont dites être, par exemple les corps, ni au sens où nous parlons de la totalité de ce qui est. L'affirmation de son existence n'a pas le même sens que celle d'une réalité extérieure, ni celle des axiomes mathématiques. Découvrir un tel principe ne nous apprend en un sens rien, sinon que penser, c'est juger de notre imperfection en fonction d'une exigence d'absolu. La divinité de la pensée fait de la pensée une pensée et non une simple croyance ou un simple effet d'une nature, une pensée libre et non un préjugé. Nous comprenons ainsi l'honneur de penser et notre dignité. L'intelligence des principes consiste premièrement pour le métaphysicien à se savoir esprit. Malingénie, explicitons. Si nos pensées découlaient de notre nature, en sorte qu'une psychologie rationnelle ou empirique, peu importe, pourrait en rendre compte, elle serait comparable à une machine dont les effets sont explicables par le fonctionnement, et elle fonctionnerait comme elle fait en attendant qu'un nouveau modèle de pensée sorte d'usine ou qu'un dieu la réforme et la métamorphose. Cette hypothèse revient à la fiction de l'âme complètement manipulée par le malin génie à la fin de la méditation première. Nous serions ainsi faits que nous croyons ce que nous croyons, sans jamais pouvoir juger de la vérité de nos croyances. Nous appellerions vérité ce que nous ne pouvons pas faire autrement que croire étant donné notre nature ou la chimie de notre cerveau. Nous ne pourrions donc juger du vrai et du faux, ce qui revient à dire que nous ne serions pas doués de raison si la raison a la faculté de distinguer le vrai du faux. Nous ne penserions pas, mais nous serions esclaves de représentation, d'illusions. Liberté. La métaphysique, entendue comme philosophie première ou connaissance des principes, considérant donc qu'il n'y a pas seulement des hypothèses fonctionnelles mais des principes, pose la liberté. Elle signifie que l'homme, en tant qu'il pense, n'est pas réductible à ses conditions physiques, sociales, historiques, linguistiques ou anthropologiques d'existence. Ainsi, la philosophie comprend que la pensée, pour l'homme, n'est pas soumission, que penser n'est pas suivre la pente d'une nature ou le mécanisme d'un organe. En tant que je pense, je participe de la pensée absolue, ma pensée n'est pas un phénomène anthropologique ou neuronal, elle est divine et non humaine ou biologique. Je comprends que comprendre n'est pas seulement se proposer une vision humaine du monde qui serait incapable au demeurant de savoir s'il y a réellement un monde. Oui, la vie n'est pas un songe. Le monde ne cesse d'être un rêve que pour le métaphysicien. Seul il sait que la géométrie est vraie et que le monde existe. Descartes est à prendre au mot. Ainsi, par la métaphysique, entendue comme philosophie première et non d'abord comme science d'une réalité transcendante ou supérieure, la raison cesse d'être sans principe et se découvre elle-même à elle-même. Elle décide par là de son propre sens et du sens de notre condition, sans se contenter de construire des systèmes déductifs ou même de dire comment ils fonctionnent. La pensée, accédant au principe, comprend sa dignité et sa propre tâche. Un principe n'est donc pas une clé qui ouvrirait les portes du savoir et de la nature, de telle sorte qu'une fois déterminé, il n'y aurait plus rien à apprendre. Conclusion. De même, un principe d'action n'est pas une recette qui nous dispenserait d'agir et de prendre des décisions. Ce n'est jamais une solution ou un terme. Et puisque c'est la divinité de la pensée que découvre la métaphysique,
On comprend que le principe suprême auquel s'élève la philosophie dans la République est indissolublement métaphysique et moral, au-delà de tout ce qui est, tel le soleil, dit Platon, qu'il faut apprendre à voir comme une lumière éclairant toute chose, principe de la vision, plus clair que tout objet, mais non objet éblouissant. Lorsque Socrate s'élève au plus haut principe par la comparaison du soleil, source de la lumière, son interlocuteur, Glaucon, frère de Platon, s'exclame sur un ton tout à fait risible ou jouant l'ahurissement. Quelle prodigieuse supériorité, où on atteint des hauteurs fantastiques. Traduire daimonias hyperboles par merveilleuse transcendance risque de prêter à confusion et par exemple de christianiser Platon. La véracité divine signifie aussi que Dieu est le principe de la vérité parce qu'il est bon. Ainsi parler d'un principe qui est absolu, qui est l'absolu, non comme d'un objet de savoir mais comme de ce par quoi la pensée est elle-même, c'est comprendre non seulement qu'il est possible de connaître la vérité, mais par là même qu'être homme a un sens. Pour qui s'élève à l'idée de principe, au sens moral comme au sens métaphysique de fondement, exister n'est plus être ballotté au gré des événements et croire en fonction des conditions qui déterminent la vie. Une pensée sans principe n'est jamais qu'une pensée de circonstance, veule. Elle n'est qu'un écho du monde, l'expression d'une appartenance sociale ou d'un tempérament. L'homme est le seul animal pour lequel se posent des questions de principe. Qu'est-ce qui retenait Socrate en prison, sinon un principe, lequel signifie que les conditions ou les nécessités de notre vie n'ont pas à présider à une vie d'homme. Ce que nous sommes ne saurait se comprendre par la disposition de nos muscles et de nos nerfs, ou par nos appétits et nos inclinations. Mais c'est à nous de faire que notre pensée détermine notre conduite. Avoir des principes, c'est se tenir droit et marcher droit, et non se coucher, s'adapter aux circonstances ou suivre l'événement. La station droite n'est pas seulement un symbole, elle signifie que l'homme, en tant qu'il a des principes, n'est pas un animal.